Bon, décortiquons un peu tout ça. Il y a un paradoxe assez flagrant, je trouve, quand on observe le comportement humain. Ah oui, c'est-à-dire? En fait, l'humanité a décrété qu'il fallait passer des dizaines d'heures à étudier un code de la route, à mémoriser des panneaux, faire des manœuvres complexes avec un moniteur. Ouais, juste pour avoir le droit de conduire une boîte en métal, quoi. Exactement. Une simple voiture sur quatre roues. C'est une obligation légale stricte. Et pourtant, à la naissance, chaque être humain reçoit la machine la plus sophistiquée, la plus puissante de l'univers connu, le cerveau, et Et on le livre sans le moindre manuel d'utilisation. c'est ça. Pas une seule page d'instruction. Débrouillez-vous avec ça. C'est clair que le contraste est saisissant. En suivant cette logique, c'est comme si on se retrouvait au volant d'une voiture de course en plein centre-ville. Avec les clés sur le contact, ouais. Voilà, et on espère juste que le véhicule ne finisse pas dans le mur au premier virage. La plupart du temps, la conduite dans notre propre biologie, elle se fait totalement à l'aveugle. Et c'est justement ce qui motive notre exploration d'aujourd'hui. Les sources qu'on a sur la table, et plus particulièrement l'ouvrage de François Bénard, qui s'intitule « Y a-t-il un pilote dans le cerveau ?», ça pose vraiment les bases de ce qu'on pourrait appeler le neuropilotage. Oui, un terme très à propos d'ailleurs. Complètement. Et l'auteur utilise une métaphore centrale qui est super efficace. Il dit en gros que le corps, c'est la carrosserie. La nourriture agit comme le carburant, ce qui va littéralement fournir la matière première pour synthétiser nos neurotransmetteurs. Et le cerveau, c'est le moteur. Un moteur qui, fait intéressant d'ailleurs, ne représente que environ 2% du poids corporel total d'un adulte. 2%, c'est minuscule. C'est tout petit, mais ça exige 25% de notre énergie quotidienne pour fonctionner. C'est une machine ultra gourmande. 25%, waouh. Et du coup, si on file cette métaphore du moteur, l'absence de manuel explique précisément pourquoi on se retrouve si souvent relégué au rôle de simple passager. Ballotté à l'arrière du véhicule, exactement. Voilà, on subit des émotions subites, des réactions automatiques inadaptées. Donc, le but de notre plongée aujourd'hui, c'est de décrypter les lois fondamentales de cette machinerie. Ce fameux neurocode, en fait. C'est ça, pour obtenir, disons, notre neuropermis et repasser enfin à la place du conducteur. Mais, et c'est là que ça devient drôle, avant de prétendre conduire, il faut ouvrir le capot. Et là, surprise. Grave. On s'attend à trouver un beau moteur, bien lisse, de dernière génération, et en fait, pas du tout. Les sources expliquent que notre crâne abrite plutôt trois technologies d'époque totalement différentes, Empilées les unes sur les autres, ouais. qui essayent tant bien que mal de cohabiter. C'est le fameux modèle du cerveau triunique. Alors je me permets une petite précision technique d'emblée parce que c'est crucial pour garder un regard objectif sur nos sources. Allez-y, c'est important. Les neurosciences modernes aujourd'hui, elles savent que le cerveau n'est pas littéralement découpé en trois strates historiques bien distinctes qui s'activeraient tour à tour. Ce n'est pas un millefeuille physique, quoi. Non, voilà. C'est un réseau des systèmes qui sont profondément interconnectés. En revanche, en tant que modèle fonctionnel, cette théorie de Paul MacLean que l'auteur utilise ici, ça reste une métaphore d'une efficacité redoutable. Pour illustrer la lutte permanente entre nos pulsions primaires et notre logique, en gros. Exactement. C'est une métaphore pour simplifier une mécanique d'une complexité inouïe. Donc, si on regarde ces trois étages fonctionnels de plus près, on a d'abord la base. À la base, on trouve ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est l'héritage évolutif le plus ancien qui remonterait à environ 400 millions d'années. D'accord. Juste au-dessus, on a le cerveau limbique ou mammalien qui est apparu plus tard pour gérer les dynamiques complexes de la vie en groupe, les émotions. Ok. Et enfin, la couche la plus récente, le cortex préfrontal. Ça, c'est le siège de la réflexion analytique, de la nuance, de la logique. Franchement, c'est comme essayer de faire tourner le dernier algorithme d'intelligence artificielle sur un vieil ordinateur des années 90, Ah, l'image est bonne. avec un système d'exploitation qui date littéralement de la préhistoire. Il y a fatalement des conflits matériels. C'est tout à fait ça. Mais du coup, commençons par ce système d'exploitation préhistorique. Comment est-ce que ce cerveau reptilien dicte sa loi au quotidien? Sa programmation, elle se résume à une seule ligne de code. Une ligne unique, tyrannique et absolue. La survie physique. Juste la survie, donc le bonheur. Le bonheur, l'épanouissement intellectuel, la paix intérieure, tout ça n'a strictement aucune valeur pour le reptilien. Son seul horizon, c'est de garantir que l'organisme biologique reste en vie une journée de plus. C'est radical. Très. Par conséquent, son fonctionnement par défaut est teinté d'une paranoïa constante. Son principe de base, il est rudimentaire. Mieux vaut s'inquiéter pour rien et survivre que d'être béatement optimiste et finir dévoré. Ah ouais, mieux vaut être vivant que désolé, quoi.
Exactement. Donc face à la nouveauté, qu'il va instantanément catégoriser comme une menace potentielle, il déclenche les 3 réactions de survie primitive. La fuite, le combat ou la sidération. Voilà, on fuit, on tape ou on fait le mort. Mais comment il détecte ces menaces dans notre environnement super complexe d'aujourd'hui? Parce que l'auteur évoque un outil spécifique, le SRA, le système réticulé activateur. C'est comparé à une sorte de gros moteur de recherche interne. En fait, le SRA, c'est le grand filtre de notre réalité. Il faut s'imaginer qu'à chaque seconde, nos sens sont bombardés par des milliards d'informations. Des milliards, oui. Et le cerveau n'a physiquement pas la capacité de tout traiter consciemment. Ce serait l'implosion. Donc le SRA agit comme un algorithme de tri très agressif. Et comment il choisit ce qu'il garde? Il ne laisse passer vers la conscience que ce qui correspond aux instructions dominantes du moment. Si la requête interne est centrée sur le danger et la survie, il va isoler dans l'environnement tout ce qui ressemble de près ou de loin à une menace. Attendez, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. J'essaye de comprendre la mécanique concrète derrière ça. Si je tape une requête interne du type pourquoi je suis toujours nul quand je parle en public» dans mon Google cérébral, Mauvaise idée. alors que se passe-t-il biologiquement? Est-ce que le SRA va filtrer la réalité pour ignorer toutes les fois où j'ai réussi et ne me sortir que les souvenirs des silences gênants? C'est le cœur même du mécanisme. Le cerveau cherche en permanence la cohérence pour économiser de l'énergie. Donc il va scanner vos archives pour trouver les preuves qui valident votre croyance initiale. C'est terrible. Oui, et ça s'appuie lourdement sur ce qu'on appelle le biais de négativité. Pour assurer la survie, le système évalue son environnement plusieurs fois par seconde à la recherche du danger. Donc le négatif a toujours plus de poids. Un poids massif. Les études montrent qu'il faut en moyenne 3 à 8 événements positifs pour neutraliser l'impact d'un seul événement négatif. 3 à 8. C'est pour ça qu'une critique acerbe sur Internet va complètement occulter 50 commentaires super sympas. Tout à fait. Simplement parce que, d'un point de vue évolutif, rater un fruit sucré n'était qu'une occasion manquée dans la savane. Mais ignorer un bruit suspect dans les hautes herbes, c'était une erreur fatale. Je comprends la logique évolutive derrière ce biais, mais il y a un problème de taille quand même. Les prédateurs dans les hautes herbes, ils ont disparu de notre quotidien. En principe, oui. Aujourd'hui, on ne croise plus de tigre à dents de sabre en allant au bureau. Et pourtant, on reçoit un simple email de son boss à 18 h où on a un retard de train et on a des palpitations, des sueurs froides, les muscles tendus. C'est la panique à bord. Pourquoi le corps réagit avec la même intensité vitale pour un simple problème de bureau? Parce que physiologiquement, cette partie archaïque de la machine ne fait aucune différence entre une menace physique mortelle et une menace d'ordre social ou psychologique. Ah, il ne fait pas la différence. Non, l'email perçu comme menaçant déclenche l'alarme du reptilien et la réponse biologique qui s'ensuit est d'une brutalité totale. Pour préparer le corps à l'action, le cerveau ordonne une redistribution immédiate du flux sanguin. Il envoie le sang ailleurs. Oui. Le sang quitte les zones jugées non essentielles à la survie de l'instant T. Il déserte le cortex préfrontal, ce qui coupe littéralement notre capacité d'analyse nuancée. Oh, waouh! Il quitte également le système digestif, d'où la fameuse sensation de boule au ventre. Bien sûr. Et tout ce sang, chargé d'une décharge de cortisol et d'adrénaline, est envoyé massivement vers les grands groupes musculaires des jambes et des bras, pour se préparer à fuir en courant ou à frapper. Mais c'est dingue! Ça explique scientifiquement pourquoi il est impossible de raisonner calmement quelqu'un qui est en pleine crise de panique. Le sang n'est physiquement plus dans la zone de la pensée, il est dans les cuisses. C'est exactement ça, oui. Et ça donne aussi une explication hyper rationnelle à ces moments universels où on se réveille à 3 h du matin, le cœur bat à tout rompre parce qu'on rejoue une scène embarrassante survenue il y a 5 ans. Oui, le fameux coup de pression nocturne. Le moteur de recherche interne a juste ramené un vieux dossier classé danger social et notre corps s'est mis en position de combat au fond du lit. Fonctionne parfaitement selon ces critères archaïques. Mais survivre n'est pas suffisant. Non, parce que vivre en état d'alerte permanent, franchement, ça fait de nous un voisin ou un partenaire particulièrement difficile à supporter au quotidien. Pour survivre socialement et pas seulement physiquement, l'évolution a dû développer une autre façon d'évaluer le monde et de tisser des liens. Et ça, c'est le rôle du deuxième étage de notre moteur, le système limbique. Voilà. Le limbique introduit une sophistication majeure, c'est le carburateur émotionnel. C'est lui qui gère l'attachement, la mémoire et l'apprentissage via la mécanique de récompense et de punition. Le fameux bâton et la carotte. Exactement. Et d'ailleurs, aborder cette zone nous oblige à démonter un mythe culturel très très tenace. Lequel? Depuis l'Antiquité, en grande partie à cause de penseurs comme Aristote, on attribue l'intelligence émotionnelle, les passions et surtout l'amour à un organe très précis, le cœur.
Ah oui, notre langage en est complètement imprégné. On dit toujours j'ai le cœur brisé, je fais ça à cœur ouvert, ou laisse parler ton cœur. C'est très beau dans un poème, mais d'un point de vue purement neurologique, la symbolique du cœur est une fausse piste totale. Bah oui, parce que le cœur c'est juste une pompe, non? C'est une erreur d'aiguillage fondamentale quand on veut comprendre comment nous fonctionnons. Il faut rendre à la biologie ce qui lui appartient. Le cœur est une pompe hydraulique fascinante, elle est vitale, mais il ne possède qu'une infime fraction de neurones, environ 40 000. C'est rien du tout comparé au cerveau. C'est dérisoire pour prendre des décisions complexes. Les phénomènes que nous appelons joie, tristesse, colère ou amour, ce sont en réalité des cascades chimiques orchestrées par le cerveau limbique. De la chimie pure. Oui, ce sont des sécrétions de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine. Continuer d'attribuer nos émotions au cœur, en fait, c'est se priver de la possibilité de comprendre et d'interagir avec la véritable salle de contrôle de nos états d'âme. Et dans cette salle de contrôle chimique, l'outil principal de stockage, c'est l'amygdale. Les sources la décrivent un peu comme une sorte de playlist géante de nos souvenirs émotionnels. Une très grosse playlist, oui. Mais le détail le plus déroutant là-dedans, c'est la façon dont cette playlist est interprétée. C'est régi par ce que l'auteur nomme la loi de la réalité virtuelle. Ah, ce concept est clé. L'idée, c'est que le cerveau ne ferait aucune différence entre une expérience réellement vécue et une expérience qui est juste intensément imaginée. Si on saisit bien la mécanique derrière cette loi, on détient vraiment l'une des clés les plus puissantes du neuropilotage. Il faut se rappeler que le cerveau, il est enfermé dans une boîte crânienne obscure et silencieuse. Il ne voit rien directement. Rien du tout. Il n'a aucun contact direct avec le monde extérieur. Il dépend exclusivement des signaux électriques que lui envoient nos capteurs sensoriels ou notre imagination interne. D'accord. S'il reçoit les mêmes impulsions électriques, qu'elles viennent des yeux ou de la pensée, il va synthétiser et relâcher exactement les mêmes substances chimiques dans le corps. C'est fou. Les anecdotes rapportées dans le texte illustrent ça de manière super limpide. L'auteur prend l'exemple de l'anticipation d'un événement agréable, genre un départ au sport d'hiver. Oui, Le simple fait de fermer les yeux, de visualiser la neige étincelante, d'imaginer le glissement des skis, ça provoque la libération des hormones du bien-être, alors que la personne est encore assise dans son salon, en pleine ville. le cerveau s'y croit déjà. C'est ça. Mais ce mécanisme, il fonctionne aussi dans l'action immédiate. L'auteur raconte un truc génial. Lors de matchs de tennis, quand il jouait mal et qu'il s'agaçait, il a décidé de forcer physiquement un sourire exagéré sur son visage. Même s'il n'en avait pas du tout envie. Exactement. Et contre toute attente, son niveau de jeu et son humeur s'amélioraient presque instantanément. Mais comment la simple contraction d'un muscle du visage peut-elle hacker notre humeur comme ça? Ça s'explique par un phénomène mécanique bien documenté en psychologie. C'est connu sous le nom d'hypothèse de la rétroaction faciale. C'est-à-dire? En gros, quand on contracte délibérément les muscles zygomatiques pour former un sourire, les nerfs crâniens transmettent des données proprioceptives au système limbique. Le cerveau analyse cette information musculaire et en tire une conclusion logique selon ses schémas habituels. Genre, ah, les muscles du sourire sont activés, donc je dois être en train de m'amuser. C'est exactement ça. L'organisme s'amuse. Et en réponse, bim, il libère une dose de dopamine. Cette décharge chimique détend les tensions corporelles, améliore la coordination motrice globale et surtout dissipe le stress généré par le cerveau reptilien. C'est incroyable. C'est un cas où l'action physique précède et déclenche l'émotion, et non l'inverse. Oui, on peut littéralement tromper son cerveau. Et cette mécanique de la dopamine, je trouve que ça change complètement notre perspective sur ce qu'on appelle la motivation. Absolument. Si on comprend comment générer notre propre carburant, on saisit mieux la différence entre les motivations extrinsèques et intrinsèques évoquées dans les sources. Vous pouvez détailler ? Faire une tâche ménagère par pure obligation, parce qu'il le faut, c'est lutter contre le système avec une motivation extrinsèque. C'est super coûteux en énergie mentale. Mais trouver un sens personnel à cette tâche, y associer un plaisir profond, c'est utiliser une motivation intrinsèque qui génère son propre flux dopaminergique. L'effort devient autoporteur en fait. Voilà. Et le défi réside précisément là. Car si nous laissons le système par défaut aux commandes, on se retrouve avec, d'un côté, un reptilien prêt à déclencher la panique au moindre bruit inhabituel, et de l'autre, un limbique capable de s'enfermer dans des boucles d'émotions négatives intenses. Et personne ne prend le contrôle, c'est le crash assuré. C'est la sortie de route, oui. Et pour éviter ce crash, il faut embrayer manuellement. Et cette fameuse boîte manuelle de notre machinerie, c'est le 3e étage humain, le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la zone du discernement.
C'est la seule partie du cerveau capable d'anticipation à long terme, de nuances analytiques, de curiosité intellectuelle et d'acceptation face à l'inconnu. C'est le pilote, quoi. C'est lui qui tempère les réactions impulsives des étages inférieurs. Cependant, il a une faiblesse majeure, son rendement énergétique. Il consomme beaucoup. Énormément. Traiter la complexité et inhiber les instincts demande une quantité faramineuse d'énergie. Il chauffe littéralement très vite. Ah, comme un moteur qui surchauffe. C'est ça. Et c'est pour cette raison que des techniques physiologiques de refroidissement, comme la respiration lente et consciente, sont fondamentales. Elles réoxygènent cette zone critique pour éviter que le système reptilien ne reprenne brutalement le contrôle lors d'une baisse de régime mental. L'auteur y propose une analogie visuelle que je trouve hyper marquante pour illustrer ce rapport de force super inégal entre la partie consciente, notre cortex, et l'immense machinerie inconsciente en dessous. L'analogie du Playmobil. C'est ça. La volonté consciente est comparée à un petit personnage Playmobil. Et l'inconscient, lui, il possède la taille et l'inertie de la tour Eiffel. C'est très visuel. Vu sous cet angle, franchement, le combat semble perdu d'avance. Un Playmobil ne peut pas pousser la tour Eiffel. Et il serait effectivement perdu s'il s'agissait d'une épreuve de force brute. Si on faisait un simple affrontement direct basé sur la seule volonté, on n'y arriverait pas. Parce que la volonté s'épuise. La volonté est une ressource très limitée. Le neuropilotage ne consiste pas à demander au pauvre petit Playmobil de retenir la tour Eiffel à main nue toute la journée. Ce serait épuisant. La stratégie intelligente, c'est utiliser la précision et la concentration du Playmobil pour s'introduire dans la structure géante et aller réécrire ligne par ligne de nouveaux codes à l'intérieur de la tour Eiffel. Modifier les automatismes à la source, en fait. Exactement. C'est le principe même de la neuroplasticité. C'est cette capacité extraordinaire du cerveau à créer et à renforcer de nouvelles connexions synaptiques tout au long de la vie. Et la manière dont ça s'applique dans la réalité, c'est édifiant. L'auteur prend l'exemple de la gestion des addictions, notamment son addiction au sucre, au chocolat. Oui, un grand classique. Au lieu de serrer les poings et d'utiliser juste sa volonté face à la tentation, ce qui finit toujours par craquer, il a utilisé son cortex pour créer une nouvelle association mentale. Comment il a procédé concrètement ? Par la visualisation répétée, il a volontairement associé l'image du produit sucré à une douleur extrême. Il s'efforçait de visualiser des conséquences dramatiques, genre se retrouver gravement malade sur un lit d'hôpital, perclus de douleur. Ouch. Et en répétant assidûment cet exercice de projection, le message a fini par s'imprimer dans la tour Eiffel. Son système limbique a cessé d'associer la vue du chocolat au plaisir immédiat pour l'associer à une souffrance anticipée. Ce qui crée un phénomène de rejet quasi instinctif du coup. Exactement. Et ce que je décris là, c'est l'utilisation du frein de la douleur. Mais le Playmobil, il peut aussi agir sur l'accélérateur du sens. L'auteur cite l'exemple de la corvée de faire son lit le matin. Ah oui, la fameuse corvée. Au départ, c'était perçu comme une obligation dénuée de sens, motivation extrinsèque épuisante. Et cette perception a complètement basculé quand il a écouté le discours d'un commandant des forces spéciales américaines, un Navy SEAL, qui expliquait que ce petit acte quotidien, accompli avec rigueur, c'était une première victoire fondatrice de la journée. Un acte qui installe la discipline, le respect de soi. Voilà. En injectant cette nouvelle signification via le cortex, l'information transmise au filtre du SRH change du tout au tout. La chimie interne s'adapte et la corvée devient une habitude valorisante. C'est le pouvoir du recadrage. Mais là où l'ouvrage va beaucoup plus loin, et c'est un passage d'une intensité assez exceptionnelle, c'est qu'il montre que ces mécanismes de reprogrammation dépassent la simple gestion des régimes ou du quotidien. Ça révèle une dimension vitale face à la pire épreuve humaine, le deuil. Oui, ce passage est fondamental. Il démontre à la fois la puissance prodigieuse et la difficulté extrême du neuropilotage. C'est bouleversant. Face à la perte tragique de son propre fils, l'auteur explique comment il s'est retrouvé englouti par le réflexe naturel de l'amygdale. Et c'est un réflexe massif, dévastateur. Lors d'un deuil d'une telle ampleur, le cerveau limbique s'enferme biologiquement dans une boucle centrée sur le vide, la perte, l'absence physique. Il rejoue la playlist de la douleur en boucle. En continu. Et ça creuse mécaniquement des sillons neuronaux de plus en plus profonds liés à la détresse. Lutter contre cette inertie biologique de la souffrance, ça demande un effort titanesque du cortex préfrontal. Et ce qui frappe, c'est sa décision consciente de refuser cette projection automatique.
Il a mobilisé toute l'énergie de son Playmobil conscient pour intervenir sur les images que son propre cerveau lui imposait. Au lieu de subir l'absence, il a fait un choix différent. Ouais, Au lieu de visualiser cette absence insoutenable, il s'est astreint à imaginer son fils à ses côtés, souriant, l'accompagnant et l'encourageant dans ses actions de tous les jours. D'un point de vue purement neurologique, c'est un acte de reprogrammation d'une résilience remarquable. En exploitant la loi de la réalité virtuelle, en injectant consciemment et de manière répétée une image lumineuse, il a forcé la création de nouvelles voies neuronales. ce n'est pas de la magie, on est d'accord? Ah non, pas du tout. La douleur fulgurante de la perte ne disparaît pas par miracle. Mais il a réussi à modifier l'association chimique mortifère qui était liée au souvenir. C'est incroyable. Ça prouve que même au cœur des tempêtes émotionnelles les plus violentes, la plasticité de notre cerveau offre une marge d'action. Le cheminement est d'une difficulté inouïe, mais la structure biologique le rend possible. Et cette mécanique de la neuroplasticité, elle illustre parfaitement la règle d'or de notre biologie. Use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Exactement. Les circuits qu'on movit par l'attention se renforcent, et ceux qu'on néglige finissent par s'étioler. Et du coup, les échecs, nos erreurs, nos réactions automatiques qui nous font dérailler, ce ne sont pas des fatalités gravées dans le marbre. Non, ce sont juste les manifestations normales du processus d'apprentissage par l'erreur. Chaque erreur, si elle est analysée lucidement par le cortex, permet d'ajuster le tir et de paver une nouvelle route neuronale plus solide. C'est super rassurant en fait. Car en fin de compte, l'automatisation demeure le but suprême de la machinerie cérébrale, toujours dans cette quête viscérale d'économie d'énergie dont on parlait. Donc le but, c'est pas de tout contrôler tout le temps. Surtout pas. Le rôle de quelqu'un qui pratique le neuropilotage, ce n'est pas de garder les mains crispées sur le volant du contrôle conscient à chaque seconde. Ce serait l'épuisement total. Un surmenage intellectuel garanti. Non, la véritable stratégie consiste à allouer l'attention précieuse du cortex pour installer patiemment, une par une, des routines bénéfiques et des réactions mesurées. L'objectif, c'est qu'au final, le pilote automatique, qui gère 95% de notre vie, serve nos intérêts profonds, au lieu de répondre aveuglément à des peurs préhistoriques obsolètes. C'est toute la différence entre subir le trajet, terrifié à l'arrière de la voiture, et choisir consciemment sa destination. C'est une belle conclusion. Ce qui nous amène, je trouve, inévitablement à une ultime réflexion. Une idée qui mérite vraiment de continuer à infuser pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous écoute. Si les neurosciences et l'expérience démontrent que notre cerveau n'est au fond qu'une remarquable machinerie organique, une architecture complexe faite d'eau, de graisse et de réseaux électriques, façonnés pour réagir chimiquement à des peurs ancestrales, Oui. et si, par un effort d'attention, on est capable de prendre du recul, d'observer ce moteur tourner, de déjouer ses biais et de modifier manuellement sa programmation. Ce qu'on a vu avec la neuroplasticité. Exactement. Alors, une question particulièrement vertigineuse émerge. Si nous ne sommes ni ces pensées automatiques qui surgissent, ni cette angoisse primitive qui nous serre le ventre, ni même l'organe biologique qui les produit, Où voulez-vous en venir, Sam ? eh bien, qui est réellement cette entité, ce jeu silencieux, qui est capable d'observer la mécanique de l'extérieur et de décider, finalement, de tourner le volant ?